Si vous vous intéressez à l'immobilier, vous le savez, nous sommes actuellement dans une période charnière avec un accès au logement de plus en plus difficile, des promoteurs et des agents immobiliers qui font faillite en grand nombre, et tout ça sur fond de normes écologiques toujours plus exigeantes qui empêchent les propriétaires de louer leur logement et qui les obligent même parfois à vendre à perte. Résultat, le monde de l'immobilier est en train de changer et dans ce genre de période, en fait, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Numéro 1, vous sombrez avec le navire, vous suivez la masse, vous n'arrivez pas à redresser le manche et vous voyez vos chances d'investir dans l'immobilier s'éloigner petit à petit, ou alors vous vous adaptez, vous vous mettez à réfléchir afin de trouver le moyen de faire de cette crise une opportunité. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner ma vision de ce qui est pour moi la plus grande opportunité d'investissement dans la pierre pendant cette période, une opportunité qui m'a déjà fait gagner des centaines de milliers d'euros. Alors accrochez vos ceintures, c'est parti. Première étape de notre raisonnement, le constat. Si on prend un peu de hauteur et qu'on réfléchit à qu'est-ce qui influence le marché de l'immobilier, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, on peut identifier de manière générale 4 catégories de facteurs différents. Premier facteur, c'est la demande. Plus vous avez de demandes de logement pour tel type de logement ou de demandes de locaux professionnels pour tel type de locaux professionnels, et bien plus la valeur de ces derniers va avoir tendance à augmenter. Pourquoi? Parce que quand il y a une demande, on dit qu'il y a un marché. S'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des patates et que vous êtes un producteur de patates, il y a de fortes chances que vous vendiez vos patates de plus en plus cher. Et bien l'immobilier ne fait pas exception à la règle, c'est peut-être une des matières les plus anciennes du monde quasiment. Et actuellement, depuis la crise de la Covid, il y a un phénomène qui influence directement notre marché, c'est bien évidemment le télétravail. Parce que quand on est en télétravail, on est chez soi. Et quand on passe plus de temps chez soi, on se rend compte que c'est un peu trop petit, pas vraiment comme on voudrait, qu'il manque une chambre, qu'il faudrait un peu de terrain, qu'il faudrait faire des travaux. Bref, on se rend compte qu'on aimerait autre chose en termes de logement et tout ça va avoir tendance à driver la demande vers la hausse. Une demande qui va être drivée des grandes villes vers les villes de taille moyenne. Et oui, parce que si vous êtes cadre supérieur, que vous travaillez chez Safran en centre-ville parisien et que demain votre direction vous annonce que 2, 3, 4, voire même 5 jours par semaine, vous pouvez être en télétravail si vous le souhaitez. Ça permet non seulement à l'entreprise de peut-être payer des bureaux plus petits, moins chers, et on sait louer des bureaux de 1000, 2000, 3000, 4000 m² dans le centre-ville de Paris. Ça représente un certain prix et ça vous permet à vous de travailler depuis n'importe où dans le monde grosso modo. Et si vous n'avez plus besoin de vivre dans le centre-ville parisien pour travailler à Paris, eh bien dans la grande majorité des cas, vous ferez partie de ces milliers de personnes qui ont décidé de sortir des capitales, de se mettre au vert et d'acheter une résidence un petit peu plus éloignée avec du terrain, une piscine pour vous amuser, etc. etc. Deuxième facteur d'influence, l'offre. Évidemment, si vous êtes le seul dans votre ville à proposer un studio meublé pour les étudiants, eh bien il y a de grandes chances que vous soyez plein très vite et que vous ayez énormément de demandes. Plus il y a d'offres pour ce quelque chose, plus le prix de ce quelque chose aura tendance à baisser. Et pour ce qui est du marché immobilier, en France, écoutez bien, on manque de 4 millions de logements décents pour pouvoir loger l'ensemble des Français. Ce qui veut dire que l'offre, en réalité, elle est assez faible et je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé si vous êtes propriétaire d'un appartement, que vous avez posté une annonce pour un bel appartement bien placé, vous avez reçu des dizaines de messages. Nous, parfois, dans nos appartements, ça représente des centaines de demandes en une semaine, tout simplement parce que l'offre est assez faible comparativement à la demande. Pour vous renseigner sur l'offre locale au niveau de votre secteur, n'hésitez pas à aller checker l'Observatoire des loyers, qui est un institut économique faisant des études sur l'offre à l'échelle de tel territoire et qui peut vous permettre de vous aiguiller, vous disant dans tel territoire on manque de petites surfaces, dans tel autre on manque de grandes surfaces. Troisième facteur d'influence, c'est les pouvoirs public. Aujourd'hui, nos politiques sont tiraillées entre deux mouvances qui ne sont pas forcément compatibles. D'un côté, construire plus de logements parce qu'on sait, on n'arrive pas à allonger notre population, pas de manière correcte, et pour le faire, il faut construire. Et d'un autre côté, on met en place la ZAN, le programme de zéro artificialisation nette des sols, et on veut préserver l'environnement, arrêter de construire sur la périphérie des villes. Sauf que ces deux objectifs ont du mal à trouver une solution de concert. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les pouvoirs publics tentent à densifier les centres-villes, à construire plus en hauteur qu'en largeur. Et si vous achetez un terrain agricole, que vous le faites passer en constructible, que vous déposez un permis de construire pour faire un immeuble en R+4, il y a beaucoup moins de chances que ce dernier soit accepté facilement que si vous faites ça en plein centre-ville, à un endroit où il y a déjà des bâtiments aux alentours. Ça rejoint encore une fois cette volonté gouvernementale de densifier les villes plutôt que de les étendre. Et en tant qu'investisseur immobilier, c'est un facteur qu'il faut bien avoir en tête. Enfin, quatrième facteur qui influence directement le marché de l'immobilier, les conditions bancaires. Si vous avez déjà pensé à faire un crédit immobilier, vous le savez,
plus l'argent est cher, plus les taux d'intérêt sont élevés, moins vous allez avoir tendance à acheter un bien immobilier. Tout simplement parce que entre un taux d'intérêt à 1%, comme c'était le cas il y a quelques années, et 4% aujourd'hui sur 25 ans, eh bien en fait la banque, elle, ne gagne pas forcément plus d'argent, donc elle n'a pas d'incitation à faire plus de prêts, mais vous avez la capacité d'acheter beaucoup plus petit. Si votre crédit coûte plus cher, ce qui veut dire que pour aller vers votre capacité d'emprunt maximale de 33% théorique, eh bien en fait vous allez être obligé de réduire le prix de votre acquisition. Et là où vous pouviez acheter une maison de 150 mètres carrés en première couronne de votre ville il y a 3 ans en arrière, aujourd'hui cette maison-là n'en fait peut-être que 90 ou 80. Et mis à part si vous êtes pressé ou que c'est une obligation ou que vous êtes prêt à réduire votre surface, dans la grande majorité des cas, et c'est ce qui se passe, vous remettez à plus tard votre projet d'acquisition immobilier. C'est pour ça qu'on pourrait tout à fait imaginer une courbe où plus les taux d'intérêt ont tendance à augmenter, plus le prix de l'immobilier, lui, va avoir tendance à descendre, avec un effet de cisaillement qui n'est pas encore constaté sur le marché français, mais on tend à aller vers ça malgré tout. Le résultat de toutes ces pressions, c'est le suivant. Les gens achètent moins dans les grandes villes et les prix de l'immobilier ont le plus baissé dans les grandes villes. Ils achètent des surfaces plus petites puisqu'ils n'ont plus la capacité d'acheter aussi grand que ce qu'ils pouvaient avec des taux d'intérêt à 1%. Et ils nourrissent comme une sorte de pensée de fond l'envie d'avoir un pavillon avec un bout de terrain, la piscine. Vous voyez où je veux en venir. Et à cause de tout ça, en tant qu'investisseur immobilier, le modèle, selon moi, qui est vraiment le modèle d'actualité, l'opportunité de cette année et probablement des années qui vont suivre, c'est celui de la division foncière. C'est-à-dire de prendre un ensemble bâti, ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être un immeuble, ça peut même être un terrain, et de le diviser en parcelles, en morceaux ou en lots qui sont eux plus petits. Ça rentre directement dans le projet politique actuel de densification foncière qui va consister à loger plus de monde dans le même nombre de mètres carrés. D'autant plus qu'en tant qu'investisseur, quand on sait faire, on peut diviser quasiment tout ce qui existe. On peut acheter un grand 3 pièces et le diviser en 2 pièces. On peut acheter une maison et la diviser en deux en faisant un appartement à l'étage, un appartement au rez-de-chaussée. On peut bien sûr acheter un immeuble complet, diviser chaque appartement sur chaque palier et en plus diviser l'immeuble en plusieurs paliers revendus séparément. On peut acheter une parcelle de 1000 mètres carrés et la diviser en 2 parcelles de 500. Et on peut bien évidemment faire tout ça en même temps, acheter une maison sur une parcelle, diviser la parcelle, la revendre d'un côté, diviser la maison en 2 appartements et revendre les deux de l'autre côté ou garder les deux en location. Bref, on peut absolument tout diviser, mais il y a pour ça une méthodologie. Et j'aimerais ici, de manière assez simple, assez globale dans cette vidéo, vous donner les 11 points à retenir si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans une opération de division. Numéro 1, vérifiez la faisabilité sur le plan sanitaire. Quand vous visitez un grand plateau et que ce grand plateau vous voulez le diviser, un des trucs qu'il faut absolument regarder, c'est les arrivées d'eau et les évacuations. Tout simplement parce qu'à l'intérieur d'un immeuble, c'est des choses qui sont beaucoup plus difficiles à créer si elles ne sont pas déjà existantes. Et pour avoir un point sanitaire dans votre logement, que ce soit la cuisine ou la salle de bain, il faut de l'eau qui arrive et de l'eau qui repart. Faites-vous un croquis, installez les endroits où sont les arrivées et les évacuations d'eau. Parlez-en avec votre plombier pour voir la faisabilité de votre projet. C'est un point essentiel qui, s'il n'est pas validé ou pas faisable, bloque complètement votre projet de division. Deuxième point, pensez à l'indépendance des lots. Si vous achetez encore une fois dans notre exemple un plateau au premier étage d'un immeuble et que vous souhaitez en faire 2 T2 meublés pour louer à des étudiants, il va falloir que chacun des appartements soit indépendant sur le plan des fournitures d'eau et en même temps de l'arrivée électrique ou de l'arrivée de gaz, que vous puissiez quantifier la consommation de chacun d'entre eux. Pour ça, parfois, vous aurez à poser un nouveau compteur électrique et il faudra demander à Enedis de venir installer une nouvelle ligne avec un nouveau compteur Linky, faire ce qu'on appelle une demande de consuel, c'est-à-dire un électricien spécialisé qui va venir valider que votre installation est conforme, et une fois que vous aurez obtenu ce consuel, alors vous pourrez mettre le jus à l'intérieur de votre appartement. C'est des démarches qui paraissent simples sur le papier mais qui peuvent prendre très longtemps, tout simplement parce que les délais sont importants, et au moment même où vous allez visiter ce fameux plateau, il faut que vous pensiez qu'il faudra rajouter un compteur d'électricité, rajouter un sous-compteur d'eau, rajouter un compteur de gaz et faire les demandes en copropriété nécessaires le cas échéant. Point numéro 3, installer une cloison séparative. Quand vous achetez un grand plateau qui est vide et que vous souhaitez faire un appartement d'un côté, un autre appartement de l'autre côté, pour séparer ces deux appartements, c'est ni un bout de bois, ni une cloison de placo toute simple. Les deux grands systèmes qui existent aujourd'hui pour faire de la division, il en existe plus que deux bien sûr, mais
mais les deux plus connus sont la SAD d'une part, et comme vous pouvez voir sur le schéma, c'est un enchevêtrement de différentes couches de placo qui sont croisées les unes des autres, avec une couche de placo dans un sens, une autre dans l'autre sens, ensuite votre rail, votre laine de verre, à nouveau votre rail, et à nouveau deux couches de placo, ce qui fait 4 plaques au total pour cette cloison, avec des bandes de joints phoniques au-dessus et en dessous. Bref, c'est une cloison un petit peu plus technique que tous les plaquistes ne savent pas faire, et il est important de bien leur préciser au moment où vous ferez les devis que c'est bien une SAD qu'il faut faire ici. Ou alors deuxième solution, parfois un petit peu plus simple, un mur en Cyporex, ce qu'on appelle du béton cellulaire, avec une cloison de placo simple pot de chaque côté. Ces cloisons-là, elles permettent de respecter à la fois les normes coupe-feu et les normes phoniques, et surtout éviter que quand vous faites tourner votre lave-vaisselle, ça réveille le voisin d'à côté. Ce qui, une fois que c'est fait, et ça m'est déjà arrivé, va très fortement baisser la valeur de votre bien, et baisser la qualité des locataires que vous allez avoir, tout simplement parce qu'ils vont tourner tout le temps, étant gênés par le bruit qu'il y a à côté. Point numéro 4, la disposition des viabilités sanitaires et électriques. Ici, je parle d'acheter un ensemble plus gros qu'un seul plateau, je pense à un immeuble ou une maison. Si vous souhaitez le diviser, en général, dans un immeuble, vous allez observer qu'il y a ce qu'on appelle une colonne technique, c'est-à-dire une sorte de placard, et souvent, quand vous ouvrez la porte dans les parties communes, vous tombez dessus, où il y a tous les tuyaux et tous les câbles qui passent. C'est une sorte de grand rectangle sur la hauteur du bâtiment qui va desservir chaque étage sur le plan technique. Parfois, quand vous achetez un ensemble bâti que vous souhaitez diviser, il faudra refaire intégralement ces colonnes-là, et donc se pose la question, si elles ne sont pas existantes ou vétustes, de savoir exactement où vous allez les placer. D'où l'intérêt d'avoir des plans, d'où l'intérêt de savoir où va être votre compteur électrique, où est-ce que Enedis va poser le nouveau tableau le cas échéant. Là, on est vraiment sur une démarche et un raisonnement typique de maîtrise d'ouvrage, mais en tant qu'investisseur, rappelez-vous que vous êtes le chef d'orchestre de toutes ces professions, et c'est donc des choses dont il faut avoir conscience. Cinquième point important à retenir, d'avoir l'accord de la copropriété. Si vous achetez encore une fois un plateau dans un immeuble en copropriété et que vous souhaitez diviser ce dernier qui est un seul lot en du coup 2 lots, voire même 3 lots, même si vous n'avez pas à toucher à tout ce qui est copropriété, partie commune, tout ça, il est possible qu'il faille avoir un accord de copropriété. Cela encore une fois dépend des statuts de la copropriété que je vous invite toujours à lire avant même de faire une offre dans ce cas-là, ou de poser la question au propriétaire ou à l'agent immobilier, est-ce qu'il est possible de diviser les lots? Vérifiez bien cette information, puisque oui, ça m'est déjà arrivé de vouloir acheter un plateau, de faire une offre, heureusement j'avais mis cette condition suspensive, et d'ensuite me rendre compte que la copropriété n'est pas du tout d'accord pour un projet de division, et comme les tantièmes que j'aurais acheté en achetant ce plateau étaient très faibles par rapport au reste, j'avais tout simplement aucune chance. A l'inverse, ça m'est aussi déjà arrivé de faire la demande dans une assemblée de copropriété pour un projet de division, et que le syndic de copropriété me réponde, il n'y a rien d'inscrit dans le règlement de copropriété, donc il n'y a rien qui l'empêche. Dans le doute, demandez toujours au syndic la possibilité de faire ce projet de division, ça vous évitera plein de problèmes, et si jamais vous ne le savez pas au moment de faire une offre et qu'il faut bloquer le deal parce que c'est un super deal, mettez toujours cette condition-là en condition suspensive, ça vous évitera de mal dormir la nuit. Point numéro 6, les démarches d'urbanisme. Dans un projet de division, sachez que si vous ne faites pas de modifications extérieures, il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme nécessaire à déposer. Pas de permis de construire, pas de déclaration préalable, même si, exception, et il faut toujours y aller avec ceinture et bretelles dans ce cas-là, il y a certaines villes qui ont mis en place justement pour éviter ce genre de démarche. Oui, ça peut paraître contradictoire avec tout ce que je viens de dire, mais ça existe. Ce qu'on appelle une APD, une autorisation préalable à la division. C'est pas la majorité des villes en France, mais je vous invite à consulter le PLU de votre ville, le plan local d'urbanisme, ou tout simplement à prendre un rendez-vous avec un conseiller dans le service d'urbanisme de votre ville ou directement à la mairie pour lui poser la question et double-checker qu'il n'y a pas de démarche à faire si vous achetez ce plateau de 100 mètres carrés et que vous divisez en 2 lots de 50 mètres carrés. La seule chose importante dont il faudra penser, un peu liée avec cette division, c'est bien faire les déclarations au service des impôts fonciers de votre ville pour pouvoir avoir 2 taxes foncières. Qui dit de nouveau création de lots dit bien 2 taxes foncières, surtout si vous revendez un jour un des deux et que vous gardez l'autre, il faudra que vous ayez la ventilation entre les deux. Et oui, même si les deux font 100 mètres carrés, c'est pas toujours 50-50, je peux vous le garantir. Point de vigilance numéro 7, vérifiez la nécessité de places de stationnement. Dans certaines villes, en fonction de certains PLU, si vous créez un lot, vous allez faire venir un habitant supplémentaire sur le quartier ou dans la rue en question. Et dans certaines villes, afin d'éviter d'avoir des centres-villes trop chargés, la ville autorise la division, mais sous condition d'avoir des places de stationnement inhérents au logement que vous allez créer. Et ça peut rendre votre projet complètement capoute, puisque si vous achetez un plateau de 200 mètres carrés et que la ville vous dit ok, vous créez un lot, donc il nous faut une place de stationnement avec ce lot, et qu'il n'est pas possible d'en avoir une, votre projet n'est tout simplement pas viable. Encore une fois, cette information, vous la trouvez dans le plan local d'urbanisme, et si ce n'est pas le cas, prenez
prenez rendez-vous avec un conseiller pour lui poser la question. Le but est toujours de nous éviter des sueurs froides, même si dans les faits, dans cette démarche de densification de centre-ville, c'est des choses qui seront de moins en moins appliquées, je pense. Point numéro 8, le quota de logements sociaux. Dans une ville, la mairie ou l'administration publique est en charge du logement, et parfois c'est inhérent plutôt à la com d'agglo, parfois c'est inhérent plutôt à la mairie, et en tout cas en charge de respecter un certain quota de logements sociaux. Et parfois, la mairie n'a pas forcément fait son travail et est un petit peu en déficit par rapport au quota de logements sociaux, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'elle ait plus de logements sociaux ou un petit peu moins de logements classiques. Donc vous, bel investisseur, vous achetez un immeuble complet, vous souhaitez le diviser en plusieurs petits lots pour faire des petites surfaces, il est possible que la mairie vous bloque ou vous oblige dans un certain nombre de cas à faire des logements sociaux afin de faire respecter, de se réaligner avec son quota de logements sociaux. C'est encore une fois une des raisons pour lesquelles je vous invite à toujours consulter la mairie ou le service d'urbanisme avant de faire ce genre de projet, même si vous savez qu'il y a un quota de logements sociaux, vous ne pouvez pas deviner à quel niveau en est la ville dans laquelle vous allez investir. Point numéro 9, attester la surface. Quand on achète un plateau de 100 mètres carrés complètement à refaire et qu'on le divise en deux lots de 50 mètres carrés, et bien en fait avec l'isolation, la cloison séparative entre les deux, ils ne feront pas 50 mètres carrés, et même si vous avez vraiment coupé en deux, il est possible que l'un fasse 48 et que l'autre fasse 49. Et c'est pour ça qu'une fois que vous avez fini vos travaux, que vous avez implanté vos cloisons, je vous invite à faire passer un diagnostiqueur pour un relevé de surface ou un géomètre expert afin de mesurer très clairement les surfaces et surtout que son assurance puisse prendre le dessus sur la vôtre. Puisque oui, quand on vend un appartement de 48 mètres carrés, on atteste sa surface, le fameux plus ou moins 5%. Et si jamais le propriétaire lui fait passer un nouveau géomètre et qu'il mesure une surface différente de plus de 5%, il est en droit de vous demander une ristourne sur le prix, même a posteriori de la signature. D'où l'intérêt de la faire attester par un professionnel une fois que vous avez fait votre division. Point numéro 10, modifier les tantièmes de la copropriété et plus ou moins le règlement de copropriété. Si jamais vous avez acheté encore une fois un plateau, vous l'avez divisé en deux à l'intérieur d'une copropriété, eh bien les tantièmes inhérents à chaque lot, c'est-à-dire la part que chaque lot va occuper au sens des parties communes, va évidemment changer. Et cette modification, il faut qu'elle soit attestée, il faut que vous la demandiez, c'est le cas le plus simple. Maintenant, admettons que vous étiez dans un immeuble en monopropriété que vous avez acheté et que vous divisez en plusieurs lots. À ce moment-là, il faudra créer un règlement de copropriété puisque vous aurez la responsabilité d'organiser la vie, qu'est-ce qu'est une partie commune, qu'est-ce qu'est une partie privative à l'intérieur de votre immeuble. Pour ça, vous aurez besoin d'un couple représenté par le DD, état descriptif de division qui va dire que tel mètre carré est une partie commune, tel mètre carré est une partie privée et faire un peu l'architecture de votre copropriété et également un DTG, diagnostic technique global, qui est l'équivalent du DPE pour votre appartement, mais pour des parties communes de copropriété. Grâce à ces deux papiers, à ces deux certificats, vous pourrez les envoyer à votre notaire. Ce dernier pourra rédiger le règlement de copropriété et faire la mise en place de la copropriété. C'est vraiment un paramètre essentiel à retenir puisque sans ça, vous ne pourrez pas revendre facilement les lots que vous avez achetés et le jour où vous aurez besoin d'arbitrer, soit de revendre la totalité, soit de revendre la moitié, soit un seul lot à l'intérieur de ceux que vous avez créés, s'il n'y a pas de règlement de copropriété en place, ça compliquera nettement les choses et surtout ça rallongera les délais avant d'obtenir votre récompense. Point numéro 11 qui est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de voir. En cas de doute, consultez la mairie. La mairie et le service urbaniste de votre ville, c'est ce qui fait foi, c'est eux qui auront le dernier mot par rapport à la faisabilité de votre projet et ce 11e point est vraiment là pour vous rappeler de les consulter à chaque fois que vous en avez besoin. Les consultations sont gratuites, ils sont là pour ça, vous les payez dans vos impôts donc je vous en supplie, ne vous faites pas avoir parce que vous n'avez pas consulté le PLU, parce que vous n'avez pas consulté la mairie et qu'il fallait une place de stationnement. C'est des choses qui doivent s'anticiper, ça fait partie du sérieux et de la qualité d'un investisseur. Et si vous avez un doute et que vous ne pouvez pas les consulter, mettez toujours des conditions suspensives. Voilà pour les 11 points importants à retenir pour la division. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo encore plus détaillée sur une opération de division que j'ai réalisée. Je vous le ferai avec plaisir. Je vous souhaite plein de courage pour vos futurs investissements. C'était Tim et ciao!